Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on plonge dans 7 siècles d'histoire, l'histoire de la peinture. Et notre invité a accepté le défi, puisqu'on lui a demandé de nous raconter ces 700 ans d'histoire, mais en 10 minutes. Du coup, on n'a pas de temps à perdre, c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Hector Obalk. Bonsoir, c'est moi. Alors, vous êtes historien d'art, oui c'est vous, critique d'art, on vous connaît bien puisqu'on vous a vu dans différents médias et sur les planches, sur les scènes de théâtre en ce moment même, puisque vous relevez un défi assez fou. Vous racontez l'histoire de la peinture, alors non pas en 10 minutes, mais en moins de 2 heures. C'est le titre de votre spectacle. Alors pour nous, aujourd'hui, ça sera en 10 minutes. Paris d'ores et déjà réussi pour vous, puisque vous avez attiré plus de 45 000 spectateurs en un peu plus d'1 an. Et vous dites que ce spectacle, vous n'auriez pas pu le faire avant, non. pas pu le faire il y a 30, 40 ans, impossible? Non, il faut être vieux, il faut avoir connu toutes ces époques pour pouvoir les résumer. Vous voyez, parce que il faut être vieux, vous dites, pour connaître la peinture? Oui, parce que je crois qu'à 23 ans, quand on sort de l'école du Louvre, on connaît très peu de choses. En fait, la peinture, c'est c'est une dizaine d'époques, et j'ai passé peut-être 3 ou 4 ans de ma vie dans chacune des époques. Oui, et vous disiez des dizaines d'heures. Ouais. Pour un tableau, on imagine quand il y en a des dizaines de milliers. Ouais. Parce que moi, c'est basé sur le fait que j'ai appris la peinture et j'ai découvert la peinture en la filmant, puisque je faisais des reportages pour Arte et pour d'autres. Et le moment de jouissance intense, c'est au moment véritablement où vous avez votre caméra et vous allez dans cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là. Et tout d'un coup, on se rend compte là où sont les chefs-d'œuvre et là où sont les pas chefs-d'œuvre. C'est d'ailleurs très important de dire cela, puisque les tableaux que vous commentez donc sur scène, on va en voir d'ailleurs tout à l'heure un extrait, ce sont des tableaux haute définition qui n'ont pas du tout été glanés sur Internet comme nous, on peut chercher quand on veut chercher à observer un beau tableau sur Internet. Vous les filmez. Oui, ils ont été filmés pendant 3/4 d'heure peut-être. Et en fait, j'ai filmé chacun des détails comme ça. Et c'est ça qui attire votre attention. Et j'ai passé ma nuit après sur Photoshop à recouper les détails pour que ça fasse une seule tableau. Bref, je ne prends pas de photos. Et ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'un bon tableau... C'est un tableau, on ne s'ennuie jamais. C'est un tableau, on ne s'ennuie jamais, où il y a plein de détails. Ben oui, en fait, parce que la peinture, enfin la peinture classique, en tous les cas, c'est peut-être pas vrai ce que je vais vous dire de l'art moderne. La peinture, c'est jamais une seule image. L'image, c'est bon pour le graphisme, c'est bon pour les affiches, c'est bon pour l'art moderne. Mais quand on est dans la peinture, à l'époque où le cinéma n'existait pas, c'était vraiment, l'idée c'était, tiens, on est au bas du paysage, on est là-haut sur la montagne, là on est dans la maison. Bref, il y a plein d'endroits à regarder. Et c'est tous ces endroits qui font que, quand on a bien passé quelques minutes à regarder le tableau, on dit, ah, ça c'est un beau tableau. Et grâce à vous, justement, on décrypte les tableaux en direct, comme cet extrait de votre spectacle. Là, je vais vous mettre un chef-d'œuvre très connu de Van Eyck, vas-y, qui est Les époux Arnold Fini, un tableau de mariage qu'on appelle, avec monsieur Arnold Fini qui est là, du côté de la fenêtre, c'est-à-dire de la ville, c'est-à-dire du commerce et des échanges, et puis la dame qui est là, c'est du côté de la vie... c'est pas très féministe comme tableau, du côté le lit, le foyer, tout ça. Et on va regarder ce tableau de près avant de le voir en musique, si je dis pas de bêtises. Et tu vois là, c'est quand même sympa parce que c'est un tableau qui est grand comme ça là. Et là, je vous montre le chien. C'est gentil de ma part parce que c'est le chien de la fidélité. Et là, on est quand même, tout le monde est un peu épaté, quoi. Il faut bien dire, c'est assez épatant. C'est assez épatant. C'est assez épatant. Ouais. Il y a toujours des sens cachés dans un tableau. Non, mais c'est pas ça, parce que c'est vraiment très drôle. Ce tableau, il est très connu à Londres, moins connu pour les Français. Arnold Fini, les époux Arnold Fini, ouais, de Van Eyck. Du peintre flamand, Van Eyck. Et donc, vous rentrez dans le tableau, vous regardez le tableau, comme il y a une vitre, vous voyez derrière le chien un homme qui court avec des flammes vertes. Et c'est le reflet du logo de l'issue de secours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit très mal la peinture au musée, et on la voit beaucoup mieux dans mon spectacle. Alors, on va quand même au musée aussi. Oui, pour vérifier. Les deux se complètent. Pour vérifier. Les deux se complètent, c'est exactement ça. Est-ce que c'est ce qui nous manque justement? C'est exactement ça. C'est les deux se complètent. Les deux se complètent. Est-ce que c'est ce qui nous manque quand on va au musée, mais même peut-être de manière générale, la façon dont on aborde l'art, peut-être en France, dans les écoles aussi, ce décryptage? Oui, le problème qu'on a avec la peinture, et que la plupart des gens un peu intellectuels ont avec la peinture, c'est qu'ils croient que c'est que du décryptage, c'est-à-dire quelque chose qui serait littéraire, derrière les images, ils voient les mots. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est que finalement, on se fiche un peu du sujet, mais on se dit, tiens, comment il a peint les cheveux, tiens, comment il a peint ce nombril, ce visage, etc. Et on compare les visages, on compare les mains, et on se dit, par rapport à la mienne, comment est-ce que c'est? Et c'est là qu'on commence à rentrer dans la sensualité de la peinture. Et comment il a peint, par exemple, je ne sais pas, un bras droit
Ouais. Et ben, par exemple, sur certains tableaux, vous n'y allez pas de main morte. Et l'humour peut être grinçant dans le décryptage des techniques, notamment, je pense, à Ingres. Oui, c'est vrai. Alors là, vous nous proposez un portrait de la vicomtesse d'Aussonville, que nous voyons là, et vous dites, bon, son visage n'est pas extraordinaire, ce qui est embêtant, pour un visage, pour un portrait. un portrait. Et elle a le bras droit. Alors dites-nous quel est le problème de ce bras droit? Oui, la robe est époustouflante, hein. Tous les objets sont époustouflants, tout est extrêmement bien peint. Et puis vous avez vu l'anatomie, il y a un problème. Regardez le bras droit, il prend des tailles, il prend son démarrage au sein, ce qui n'est pas possible. On dirait un tuyau d'arrosage. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus jamais l'oublier. Il ne fallait pas me poser la question. Un bras droit comme un tuyau d'arrosage, on parle d'Ingres. On a le droit de critiquer les grands artistes? Oui, parce que dans le cas de Ingres, je fais une très grande décomposition d'un truc qui s'appelle La Grande Odalisque, où je montre que tout est absolument impossible. On va la voir aussi d'ailleurs, La Grande Odalisque. Et en fait, l'idée, c'est que comment est-ce qu'il a fait pour que le tout soit gracieux, alors que si vous regardez bien, regardez, la jambe gauche, elle départ au nombril, ce qui n'est pas possible pour une jambe droite. Une jambe gauche, c'est pas possible. Le cou, c'est un cou de camionneur, c'est-à-dire avec des trapèzes. Si vous regardez bien, là, le sein coincé comme une boule de billard coincée sous l'aisselle. Ce qui n'est pas possible pour une femme nue, vous voyez. Donc tout ça fait que c'est étrange. Et ce qui est encore plus étrange, voire un peu magistral, c'est que le tout reste gracieux. C'est ça, c'est pas un tableau raté, c'est peut-être ça aussi le talent? C'est exactement ça. Il s'agit toujours de montrer un paradoxe. Quand vous montrez un paradoxe dans un tableau, vous touchez du doigt la qualité du tableau. Est-ce qu'il y a des artistes surcotés ou des artistes que vous n'aimez pas trop? Restez poli. Oui, Botticelli, il ne vaut pas Léonard de Vinci, c'est certainement pas le meilleur peintre de la Renaissance, mais c'est le plus connu. Et pourquoi c'est le plus connu? Parce que c'est très peu de la peinture et c'est du graphisme. C'est-à-dire qu'il fait assez mal la peau, faut bien le dire, et il dessine extrêmement bien. Et les gens, ce qu'ils aiment, c'est voir le dessin. Parce que le dessin, c'est le truc noir qu'il a et qui entoure le visage. Et ce trait noir... Qui permet de cerner. Qui permet de cerner. Et ce trait noir est très graphique, il est très beau encore en reproduction. Il est beau, vous voyez, pour un mug, par exemple, vous voyez. Oui, c'est et en peinture, ça n'a pas consommation. du tout, et en peinture, il n'a pas du tout la finesse d'un Léonard de Vinci et de la façon dont, justement, il n'est jamais très noir. La différence entre le sfumato et le graphisme, oui. Voilà, exactement. C'est un exemple que je vous donne. Hein, oui, bien sûr, il y a plein d'autres exemples. Je crois que vous ne portez pas non plus totalement dans votre cœur Renoir, qui ne fait pas partie des peintres que vous préférez. Ni Van Gogh. Van Gogh. Je sais, ça choque les gens parce que 85% de mon public adore Van Gogh. Donc je ne suis pas un des malades. Et vous leur expliquez? Et c'est pas ça, je dis, regardez, on va voir ce Van Gogh, et maintenant je vais vous le comparer avec ce Cézanne qui est tellement ennuyeux à côté. Et puis je fais ma démonstration et je tente de convaincre les gens. Vous voyez, en fait, j'essaie rien de faire comprendre, j'essaie de faire aimer. Faire aimer, c'est faire apprécier. Pour faire apprécier, il faut comparer, et donc il faut dire du mal, autant que du bien. Les deux. C'est vrai. Ça commence quand, l'histoire de la peinture, rapidement? 14e siècle. Parce que moi, petite, on m'a parlé des grottes de Lascaux, de ces... Des fresques romaines, tout ça. C'est vrai. Mais vous ne pouvez pas aller dans la grotte de Lascaux et dire tiens, ce graffiti, je le mettrais bien là. On ne peut pas, on ne les déplace pas. C'est ça qui définit. C'est à partir du moment où ça devient un tableau, oui. Sinon, c'est juste de la couleur et du dessin. Là où ça devient de la peinture, c'est quand il y a un espace autonome. Cet espace autonome doit se séparer de l'architecture. Ce n'est pas une décoration de la salle à manger, c'est un tableau en bois que vous pouvez mettre là et finalement, non, il va mieux là parce qu'il a son espace à lui. C'est là que commence l'histoire de la peinture, c'est-à-dire au XIVe siècle avec les primitifs italiens. Tout connaître sur la peinture, alors, depuis les primitifs italiens jusqu'au bleu clin. Jusqu'au bleu clin, on peut dire. Mais en fait, je fais aussi au-delà, parce que le bleu clin, c'est une sorte de décadence de la peinture qui ouvre à l'art contemporain dans toute sa fulgurance, on va dire les choses comme ça. Et après, il doit y avoir une renaissance, parce que ça s'est perdu, le métier. Les 10 minutes sont terminées, voilà, mais on peut connaître tout le reste pendant 2 heures grâce à votre histoire de la peinture en moins de 2 heures. Le 5 mars, les planches du théâtre du 13e à Paris et du théâtre de l'Atelier. À partir de quel âge? 9 ans. À partir de 9 ans. Donc je peux même emmener mes enfants et vous aussi peut-être qui vous nous regardez tout de suite. C'est dans l'air. Bonne émission.